Je suis donc avec Manon Aubry, que vous connaissez, Manon Aubry, et qui n'a pas répondu exactement à la question que je lui posais. Donc je vais essayer d'avoir une précision. Vous avez dit à juste titre, d'ailleurs, ce qu'on comprend, que le Premier ministre serait issu de la force la plus importante. On peut imaginer que ce soit la France insoumise qui, dans le Front populaire, soit la force la plus importante. Donc, je vous pose à nouveau la question. Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon... J'ai entendu Marine Tondelier qui a dit pas de Jean-Luc Mélenchon. J'ai entendu également Olivier Faure qui a dit pas de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous dites pas de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que vous dites au contraire, Jean-Luc Mélenchon est le leader naturel de la France insoumise? Donc, si la France insoumise a le plus de députés dans cette coalition, il est bien normal que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit Premier ministre. Moi, je dis qu'on a plein d'hypothèses. Ça peut être Jean-Luc Mélenchon, ça peut être Mathilde Panot, notre présidente de groupe à l'Assemblée nationale, ça peut être Manuel Bompard, le coordinateur de notre mouvement politique, ça pourrait être moi, je suis présidente de groupe au Parlement européen. On a plein d'hypothèses. Mais c'est pas naturellement Jean-Luc Mélenchon. Mais comprenez qu'on est dans le cadre d'une coalition, donc moi je trouve ça normal qu'on en discute avec nos partenaires. Mais ils n'en veulent pas, vos partenaires. Oui, mais c'est pour ça qu'il faudra... Donc là, c'est tout discuté avant, donc ça veut dire pas de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils disent si on est la force majoritaire, il faudra qu'on en discute. Par contre, je me permets de clarifier une chose, y compris nos partenaires l'ont dit. Depuis quelques jours, on assiste à une offensive contre Jean-Luc Mélenchon, qui serait le problème, etc. Il y met un peu du sien. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même celui qui a permis à la gauche de se relever, de tenir, notamment après l'échec du quinquennat avant d'Emmanuel Macron, de celui de François Hollande, qui a permis à la gauche de se relever, à la gauche de tenir un cap, à la gauche de faire 22% aux élections présidentielles, et ce haro sur un homme politique. Vous savez, derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a énormément d'hommes et de femmes, en réalité, qui font campagne sur le terrain, des militantes, des militants, mais aussi des responsables politiques. Et il ne faut pas croire, aujourd'hui on s'attaque à Jean-Luc Mélenchon, quand les écologistes avaient fait un bon résultat aux élections municipales, vous vous souvenez, il y a eu une grande offensive après, qui consistait à pointer le doigt sur les Khmers verts, on les appelait, sur ce qu'ils faisaient dans les municipalités. Il ne faut pas se tromper. Quand la gauche est aux portes du pouvoir. Et je pense que nous pouvons l'emporter ce dimanche et le dimanche d'après pour rouvrir un chemin d'espoir dans notre pays. Alors oui, nous allons être la cible. Oui, nos leaders sont la cible de toutes les attaques. Mais ce qui compte, au fond, c'est pas de s'attaquer à des personnes. C'est de parler du programme, du fond. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Si on s'attaque à Jean-Luc Mélenchon, derrière, c'est au programme politique que l'on porte, auquel on s'attaque. Et moi, c'est ça que je suis venue défendre aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est toujours difficile d'interroger les hommes politiques parce qu'ils viennent avec leurs réponses et les journalistes viennent avec leurs questions. Je pense vous faire des réponses assez sincères et qui viennent des tripes, Pascal Praud. Écoutez, le public et l'auditeur jugera. Bien sûr, ils sont toujours juges. Si c'est possible de garder cette idée de l'échange et que les réponses soient peut-être plus synthétiques. Pas de problème. Forcément. Il est 11h59 et je vous promets, on ne parlera pas de water-polo. À tout de suite. Oh, c'est dommage pourtant. Il est 12h25. Rebecca, justement, qui est de confession juive, nous écoutait et peut-être a-t-elle eu envie de poursuivre cette conversation avec vous. Rebecca, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous vouliez prendre la parole. À vous. Oui, voilà, j'écoutais du coup à la radio ce qui a été dit. Et je ressentais vraiment le besoin d'expliquer à Madame Aubry qu'elle est loin de la réalité. Alors, je ne remets pas en cause le fait que sûrement son intention n'est pas d'attiser cette ambiance, mais c'est tout ce qui est fait. Ça ne fait que attiser la haine des Juifs, parce que pour les gens, au niveau des cerveaux qui sont clientélisés par leur politique, il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire que pour eux, Israël est égal juif, et on est en fait les boucs émissaires en fait. Et on subit une montée, mais qui est vraiment extrêmement effrayante de l'antisémitisme. Et moi, aujourd'hui, vraiment, les gens qui me font peur et qui me terrorisent et pour lesquels je n'envisage peut-être pas l'avenir en France, c'est à cause de cette extrême gauche. Et j'aimerais qu'ils le comprennent. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de leurs paroles. Et c'est ça qui me fait du mal. Certainement qu'ils ne se rendent pas compte. Manon Aubry.
Rebecca, je vais vous répéter de nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai entendu, ne me répétez pas, j'ai tout entendu. Justement. J'ai entendu qu'on n'ait pas peur, que vous êtes broyés au niveau des... Mais moi, je vais vous dire, moi, je suis broyée le matin quand je dépose mes enfants à l'école. Je vais vous répondre, Rebecca. Et que j'ai des pères de famille qui sont en sécurité parce qu'on a des menaces de groupe. Non, écoutez, juste ce que je veux vous dire. Mais si vous me posez une question et que je ne peux pas répondre, c'est compliqué. Alors, je vais terminer, comme ça, vous pourrez me faire une réponse globale. À Lyon, nous avons des groupes d'extrême gauche qui sont alliés à des islamistes. Mais on le sait et on reçoit des menaces quotidiennes sur nos enfants qui n'ont rien fait. Certains ne sont jamais allés en Israël. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, on peut pas toucher pire innocence en fait. Et ça, c'est l'extrême gauche, c'est la fausse aux ours en fait à Lyon. Alors donnez-moi une réponse, s'il vous plaît, rassurez-moi. D'abord, je vais vous dire plusieurs choses. À Lyon, il y a d'abord et avant tout des milices d'extrême droite qui sont. Non, oui, mais on ne les voit pas, ils ne nous mettent. Non, mais on n'a jamais eu de problème. Si, à Lyon, dont le but qui vient d'être dissous par Gérald Darmanin a raison, je pense, et je soutiens ce qu'il a fait. Ensuite, tout je vais répondre. Est impossible parce que c'est pas l'extrême droite. Les Juifs votent tous à droite. Mais justement, il n'y a pas un Juif qui va voter. L'histoire. Je sais qu'on doit rendre l'antenne dans moins d'une minute, donc si vous me posez une question et que je peux pas répondre, c'est compliqué. C'est compliqué. D'abord, je vous m'accorderai que critiquer un gouvernement n'est pas critiquer une confession. Nous avons toujours dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les Juifs, où qu'ils soient. D'ailleurs, même en Israël, il y a une contestation du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je conteste politiquement le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je conteste politiquement ce qu'il fait. Et nous avons toujours dit qu'il ne fallait pas faire l'amalgame. De la même manière, il ne faut pas faire l'amalgame entre les musulmans et les actes terroristes commis par le Hamas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une étude intéressante pour essayer de remettre un peu de raison dans ce débat que je comprends est passionné parce qu'il touche à notre sécurité, à nos sentiments. Il y a une étude intéressante qui a été publiée hier par le CNCDH, qui est le Conseil national consultatif des droits humains, qui a justement évalué cette montée de l'antisémitisme, qui est une réalité dans notre pays, je ne le nie absolument pas, mais qui a évalué dans quelle famille politique l'antisémitisme est le plus présent. Et je suis navrée de vous dire, c'est la réalité, qu'il n'y a pas plus, l'antisémitisme n'est pas plus répandu chez les sympathisants de la France insoumise que chez les sympathisants des macronistes. En revanche, là où il est le plus élevé, c'est à l'extrême droite, et c'est 54% des sympathisants d'extrême droite qui sont antisémites. On va marquer une pause. Je ne sais pas d'où vous sortez cette étude. C'est une étude du CNCDH. C'est un organisme gouvernemental. C'est le Conseil national consultatif des droits humains. Il n'est pas géré par la France insoumise. Et je vais vous le dire, il y a de l'antisémitisme dans chacune des familles politiques. Je le combats de toute ma force, de toute mon énergie. Vous voyez, quand il y a des candidats qui défendent des idées antisémites à l'extrême droite, rien n'est fait. Quand il y en a à gauche, nous les chassons, nous les poursuivons. Parce que oui, il n'y a pas de place dans notre pays pour l'antisémitisme. Donc je veux dire à Rebecca que nous nous battrons pour que vous vous sentiez en sécurité dans notre pays, pour éduquer nos enfants à la tolérance, pour que vous vous sentiez chez vous. C'est ça notre pays. Notre pays a toujours été métissé culturellement, mais aussi en termes de religion. Notre pays est le vôtre, le mien, celui de tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Et je vous le garantis qu'on se battra pour le maintenir en l'état. On marque une pause. Manon Aubry est donc avec nous pour la France Insoumise. Quelques personnalités de gauche, je pense à Bernard Cazenave, à Manuel Valls, n'ont pas voulu adhérer au Front Populaire parce que ils ne sont pas en accord avec la France Insoumise. Ce sont des personnalités de gauche. Comment vous expliquez leur choix ? Oui, il est très simple. Ils ne sont pas des personnalités de gauche. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas et qu'ils ne sont plus des personnalités de gauche. Vous savez, Manuel Valls, par exemple, quand il était en Espagne, son parti, Ciudadanos, a fait un accord avec le parti d'extrême droite en Espagne qui s'appelle Vox. Et j'ai même envie de dire, ce sont ceux qui ont participé à tuer la gauche, celle qu'on essaie de reconstruire, qu'on essaie de réunir. Moi, je suis fière qu'on ait réussi à faire un programme commun de 150 mesures avec l'ensemble des forces de gauche. Vous m'avez vu pendant la campagne des élections européennes, on avait des campagnes séparées. Je l'ai regretté pendant toute la campagne. Et vous m'avez vu faire campagne avec le programme de la NUPES en disant voici le programme qu'on a défendu ensemble, voici ce qu'on devra de nouveau défendre ensemble. Et là, c'est des choses très concrètes. Si on nous place en tête dans ces élections législatives, ce dimanche et le dimanche d'après, dès le 8 juillet, donc le lendemain des élections, on va abroger la réforme des retraites qui condamne quand même des millions de gens
à travailler 2 ans de plus de leur vie, à sacrifier 2 ans de vie. On va bloquer les prix des produits de première nécessité dont le prix explose. On va augmenter le SMIC à 1 600 € net. On va redistribuer les richesses. C'est des choses qui sont très concrètes dans la vie des gens. Augmenter les aides au logement. Des choses qui vont finalement rouvrir un chemin d'espoir, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors vous savez, Cazeneuve et Valls, très concrète, ça n'a plus vraiment d'importance. Les programmes économiques, on a parfois l'impression avec la gauche que le pouvoir d'achat est quelque chose de magique, mais le pouvoir d'achat, il est lié à la production et il est lié au travailler plus. Si vous ne travaillez pas plus, si vous ne produisez pas plus, j'ai peur que le pouvoir d'achat n'augmente pas pour le salarié. Prendre de l'argent aux riches, parce qu'au fond, c'est ça. Notre pays n'est pas un pays pauvre, Pascal Praud. C'est le 7e plus grande puissance économique mondiale. On produit énormément de richesses. On est un pays où le taux de productivité est un des plus élevés au monde. Moi, je suis fière de ce que produit notre pays, mais on a un enjeu de redistribution des richesses. Peut-être. Non, pas nécessairement. Quand vous avez les 500 familles les plus riches en France, qui possèdent 45% des richesses, c'est colossal. 500 familles qui possèdent 45% des richesses. Vous savez, je pourrais prendre un exemple. Bernard Arnault. Alors, je sais, c'est la personnalité la plus riche, mais il y en a d'autres derrière lui. Mais pour qu'on comprenne bien, si Bernard Arnault avait dépensé 8 000 € par jour depuis 1789, c'est évidemment fictif parce qu'il a beaucoup de pouvoir, Bernard Arnault, mais pas celui d'être immortel. Mais s'il avait dépensé 8 000 € par jour depuis 1789, il n'en serait que à 1% de sa fortune. Pour vous dire, c'est des proportions qui sont absolument inimaginables. C'est des fortunes virtuelles, vous le savez bien. Non, parce qu'en l'occurrence, il les capitalise et il les transforme à travers des rachats d'actions. Travailler beaucoup de gens et qui a sauvé beaucoup d'artisans. On a eu cette conversation ensemble. On l'a déjà eu. Et les premiers pourvoyeurs d'emplois en France, ce sont des petites entreprises. Ce sont des PME, des boulangeries, des bars, des menuiseries, enfin plein de petites entreprises. Et moi, il y a un enjeu qui me pose question, et je reprends là ma casquette d'ancienne responsable de plaidoyer pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale. Ces petites entreprises-là, elles payent plus d'impôts que LVMH, par exemple, que les très grandes entreprises multinationales. Parce que le menuisier du coin, le bar du coin de la rue, la boulangerie du coin de la rue, ils n'ont pas de filiale au Luxembourg, dans les paradis fiscaux. Donc il y a des inégalités fiscales qu'il faut réussir à combattre, à rétablir. Et c'est ce qu'on propose aussi dans notre programme du Front Populaire. Et donc en cela, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour le portefeuille des petites entreprises. Et c'est bon aussi pour relancer l'économie, favoriser la consommation populaire et donc le carnet de commandes des petites entreprises. Et je pense qu'on y sera tous gagnants à la fin. Eh bien, l'électeur pourra juger et pourra surtout se prononcer. C'est intéressant, la démocratie, parce que j'observe, là encore, et que c'est souvent à l'extrême gauche, qu'on imagine remettre en cause les résultats et de ne pas d'entrer dans une forme de résistance. À partir du 7 juillet, je vois des professeurs qui disent on n'appliquera peut-être pas les lois du Rassemblement national. J'ai entendu des magistrats également être sur cette ligne-là. Et puis on craint, pourquoi pas, quelques mouvements sociaux dans la rue de l'extrême gauche. Parce que si l'extrême droite arrive au pouvoir, le droit de grève et le droit de manifester seraient remis en cause. C'est protégé par notre Constitution, non, le droit de grève et le droit de manifester. Bien sûr que non. Donc, je dis des profs qui disent je n'appliquerai pas. Mais nous manifesterons et nous ferons grève à chaque fois que des mauvais projets seront proposés par le Rassemblement national. Ça, c'est votre droit. Ce n'est pas un scoop, c'est un droit. On se mobilisera et on espère obtenir gain de cause parce que, oui, le Rassemblement national porte un projet qui, je pense, dangereux pour notre système d'éducation nationale, qui vise à trier les élèves. Là aussi, c'est exactement l'exemple de ce dont je parlais un peu plus tôt, de diviser notre société. Mais tous nos élèves, ça peut être de la sélection aussi, mais bon, il y a... Bah oui, mais du coup, vous en laissez sur le bord de la route. Et moi, je suis pas d'accord pour laisser nos enfants sur le bord de la route. L'école républicaine, c'est l'école universelle, c'est l'école pour toutes et pour tous. C'est proposer la bonne filière aussi, on pourrait vous répondre cela. C'est l'école qui émancipe, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'apprendre. C'est beau, l'éducation nationale. On a tous appris, on a tous souvenir d'un professeur qui nous a inspirés. C'est beau, l'éducation nationale. Pourquoi on voudrait le détruire ? Sauf, et c'est une vraie question, que tout le monde n'est peut-être pas capable d'aller au bac et que s'il serait peut-être plus intelligent avec une sélection à partir de 5e, de proposer à des jeunes gens une filière qui leur correspond plus, plutôt que de perdre son temps à avoir un bac qui ne leur servira à rien. Et donc les laisser sur le bord de la route. Mais c'est pas laisser le bord de la route de faire autre chose. Non, alors là, c'est l'exact contraire. Des qualifications. Proposer à partir de la 5e une orientation qui ne soit pas le bac pour faire un job manuel, ce n'est pas du tout dans
dans mon esprit les mettre au bord de la route. Vous êtes d'accord qu'il faut d'abord des connaissances fondamentales et qu'ensuite, il y a des filières professionnelles. Qui sont acquises jusqu'en 5e ou 3e. Et moi, je suis pour que les filières professionnelles, là où je vous rejoins, c'est que ce ne soit pas une voie de garage. Trop souvent, c'est considéré comme une voie de garage et il faut que ce soit considéré... Tout le monde n'a pas envie forcément d'aller... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je veux juste garantir de l'égalité républicaine. Qu'on soit un maximum égaux devant ce choix. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas tous les mêmes conditions pour étudier. Et c'est pour ça que je me raccroche à l'universalité de l'éducation nationale, pour qu'on ait toutes et tous les mêmes chances. Mes enfants, vos enfants, mais les enfants de tous ceux qui nous écoutent. Merci de cet échange, en tout cas. Merci à vous, Pascal Praud. L'important, c'est Et allez voter dimanche. Voilà. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter dimanche ? Moi, je ne sais toujours pas, vous voyez. Ça vous étonne, peut-être ? Je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Peut-être même que je vous aurais convaincu aujourd'hui, qui sait. Mais écoutez, moi j'ai avec vous, en tout cas, je ne vous fais aucun procès d'intention. Et sur des sujets, notamment sur l'antisémitisme, je ne vous reproche rien. Je regrette en revanche et on en a longuement parlé, que vous soyez effectivement dans un mouvement qui a eu des prises de position qui sont sujets à caution. Vous savez que c'est pas vrai, mais on ne va pas reprendre le débat. Il est 12h44. Qu'est-ce que nous faisons maintenant, Monsieur Tessier ? Qu'est-ce que nous faisons à 12h45 ? Il est en train de préparer le débrief. On est avec un dernier auditeur, David et Manon Aubry. Je remercie donc Manon Aubry. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Merci Manon Aubry. Bon week-end.